Bonjour, pour ce deuxième cours de culture scientifique partie 4, dans le cadre de la présentation de l'histoire des sciences, nous allons voir les grands moments de l'histoire des sciences. Donc d'abord, première chose sur les grands moments, toutes les civilisations au cours du temps ont contribué à l'évolution des sciences. Les premières civilisations que l'on retient, c'est les civilisations autour de l'Égypte, la Mésopotamie, la Chine, l'Inde, les grandes civilisations de moins 3000 à moins 700 avant les Grecs, quoi. Toutes ces civilisations, bien sûr, nous ont donné un départ sur les sciences. Il y a un grand livre de Colin Ronan qui parle de ces civilisations, Histoire mondiale des sciences, de toutes les civilisations, lui au cours de temps, de toutes les matières scientifiques. Le berceau de notre civilisation, l'Iran, l'Irak, etc. On parle de toutes ces civilisations-là. Deuxième grand moment, les sciences grecques, ce qu'on appelle la rationalisation, la raison qui arrive, moins 700, moins 300, donc la période ionienne et continentale. Donc ça se déroule sur le continent européen, en Grèce, aujourd'hui, Thalès, Pythagore, Hippocrate, Platon, Aristote, on voit tous les grands noms, de moins 300 à plus 200. Là, ça bascule de l'autre côté de la mer Ionienne, je pense, en Turquie. Donc l'école... Alors, pardon, excusez-moi. Donc tout ça, la première période, c'est ionienne et continentale. Ça se passe bien sûr en Europe, donc Grèce-Turquie, de l'autre côté quand même de la mer Ionienne. Et de l'autre côté de la Méditerranée, la deuxième période, moins 300 plus 200, l'école d'Alexandrie. On retrouve Euclide, qui était d'ailleurs le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Archimède, Ptolémée, etc. Un livre de Lloyd, un anglais, une histoire de la science grecque, la Chine, donc bien sûr la source de beaucoup d'innovations, on voit de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, puisqu'après la Chine, un empereur chinois va décider de refermer la Chine sur elle-même, va faire brûler tous les bateaux chinois et va refermer la Chine sur elle-même, donc les armes à feu, etc. Des dynasties, donc moi je ne suis pas un spécialiste, allez voir le livre de Joseph Needham, La science chinoise et l'Occident, mais on voit jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, la Chine au cœur des innovations des sciences et des techniques. Le grand moment, sur le continent européen et africain, plus 700 à Mahomet, 630, 620, 630, l'éruption de la religion musulmane, eh bien, les sciences arabes vont se développer, de 700 à 1500. 1500, pourquoi? Allez lire le livre de Ahmed Djebar, Une histoire de la science arabe. Les obédiences religieuses vont prendre le pouvoir, un peu rigoristes, et vont empêcher la libre pensée à la cour des califes, etc. Donc on voit le califat abbasside, etc. Donc traduction des ouvrages anciens, donc ils retrouvent les ouvrages des Grecs qu'on avait un petit peu oubliés en Europe, et ils vont travailler dessus, création d'une science originale, donc apporter énormément dans les sciences pendant quelques siècles, et un échange culturel avec l'Occident, bien sûr, à travers les croisades, les contacts qu'il y a avec le monde européen. Eux sont bien sûr en Europe et au nord de l'Afrique et vont jusqu'au continent asiatique, jusqu'en Inde. Donc les grands noms, Al-Khwarizmi, Avicenne, Averroès, etc. XVIIe siècle, donc édification de la science expérimentale en Europe, la révolution scientifique, avec bien sûr Copernic 1543, puis Galilée, Newton, Bacon, Descartes, XVIIe siècle. Formulation de la méthode expérimentale. 1. Refus du principe d'autorité et autonomie vis-à-vis des dogmes, principalement la religion. 2. Le recours systématique à l'expérimentation, à la quantification des données. Galilée. Expérience de la loi de la chute des corps, par exemple. 3. La mathématisation, il colle une équation au phénomène naturel, il va modéliser, on va essayer de modéliser avec une équation, et donc la mathématisation du langage scientifique, la mise en équation de la nature. On pense que Galilée, à la fin du 16e, 1500 et quelques, et 1600, début du 17e, il va être la personne qui, on pense pour la première fois, va coller une équation à un phénomène naturel. Puis après, 19e, 20e, formidable progrès des sciences, donc la chimie avec Lavoisier, découverte de l'oxygène, du rôle de l'oxygène, Dalton, l'atome, Avogadro, le nom d'Avogadro, sur autour de la théorie atomique, la classification périodique des éléments de Mendeleïev, le russe, l'optique, Thomas Young, ce médecin anglais, à l'origine de la compréhension de la nature de la lumière, les interférences, donc nature ondulatoire, on reverra ce chapitre sur l'optique, Augustin Fresnel, la diffraction, le français, et bien sûr James Clerk Maxwell qui va mettre en équation tous les phénomènes électromagnétiques, dont la lumière, bien sûr, en fait partie. La prédiction des ondes électromagnétiques, bien sûr l'électricité, Volta, avant 1800, on ne peut pas faire une électricité dynamique,
lui va permettre de faire des expériences électriques à travers son invention de la pile, la pile de Volta, 1800, et après toute l'électricité arrive. Avant, c'est des machines électrostatiques, on le reverra dans le chapitre sur l'électricité. Oersted, le lien entre l'électricité et le magnétisme, bien sûr l'électrodynamique. Ampère met en équation tous ces phénomènes électriques. Le Newton de l'électricité est dit selon James Clerk Maxwell. Et puis Faraday, donc cet homme qui est un autodidacte va nous laisser l'induction, les lignes de force, les champs. Donc voilà. Et puis Maxwell met en équation tous ces gens qui ont travaillé avant lui. Maxwell vit très peu de temps, regardez, une quarantaine d'années, 48 ans. Et cet homme a le temps de laisser une œuvre formidable en sciences, et dont ces fameuses équations de Maxwell. La thermodynamique, une histoire aussi particulière que je raconterai dans l'histoire de la thermodynamique. Donc Sadi Carnot, ce jeune homme, qui va mettre en équation, qui va réfléchir aux sciences liées à cette machine à vapeur, dont le nom n'existe pas, cette science. Il va inventer la thermodynamique. Plus tard, on donnera le nom de thermodynamique. Et lui, il va nous laisser dans ce livre de 1824 les deux principes de la thermodynamique, les deux premiers principes de la thermodynamique. Regardez le titre, Réflexion sur la puissance motrice du feu ou sur les machines propre à développer cette puissance. On est en 1824, cet homme vit 36 ans. C'est là encore une vie très courte. Il laisse une œuvre monumentale. Il invente une matière de toute pièce, la thermodynamique. Clapeyron, polytechnicien, comme Sadi Carnot, contemporain de Sadi Carnot, va comprendre le manuscrit de Sadi Carnot et nous le laisser sous la forme d'un diagramme qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Puis Thomson, Clausius vont comprendre que la thermodynamique, ils vont refonder la thermodynamique, mais on redécouvre le travail de Carnot, bien sûr. Donc c'est à Carnot qu'on attribue les deux premiers principes, mais Thomson, la température absolue et la notion d'énergie, très importante au 19e, et puis, fin 19e, et Clausius, les deux principes de la thermodynamique et la notion d'entropie, cette mesure du désordre du monde. La géologie, avec Lyell, qui a une grande influence sur Charles Darwin, donc de nombreux livres sur la géologie, comprend qu'il y a une évolution, donc Wegener, je crois qu'on prononce comme ça, Fred Wegener, donc lui, médecin, qui n'est pas écouté au cours de son vivant et qui découvre la dérive des continents. Donc théorie développée en 1911, reconnue à la fin des années 30, mais il est mort. Voilà cette Pangée au départ, puis cette dérive des continents. Regardez ce petit film si vous le souhaitez. Le formidable progrès des sciences, donc la biologie, 19e, 20e, ce qui va devenir la biologie moléculaire, la rencontre entre la théorie de l'évolution de Charles Darwin et la théorie de la génétique, avec les lois de l'hérédité de Mendel. Donc au début du XXe, ça va se regrouper en ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Regardez qu'ils sont contemporains, Darwin et Mendel, et pourtant il n'y a pas de contact entre eux. Et puis le formidable progrès des sciences dans les sciences humaines et sociales, dans les sciences de l'être humain, donc la complexité, bien sûr, en général. Donc on voit les sciences humaines, psychologie, sociologie, etc. apparaître. Les sciences sociales, la société, l'économie, les sciences politiques, etc. Donc il y a des noms qui sont donnés différents. Moi je dis les sciences humaines, les sciences sociales. Donc à l'origine des sciences de l'être humain se pose des questions depuis toujours. Les rêves, la mort, l'histoire, comment vivaient nos ancêtres, l'origine des êtres humains, etc. Alors bien sûr que ça a commencé, on n'avait pas de réponse, et puis petit à petit, à partir de la Grèce, la Grèce ancienne, la philosophie va arriver, va tenter de trouver des explications. Les champs disciplinaires vont apparaître au XIXe siècle, l'archéologie, la linguistique, l'anthropologie, la psychologie, l'histoire, la sociologie, les pionniers, voilà, tout arrive au XIXe. Donc cette méthode expérimentale va aussi s'appliquer dans les sciences physiques et chimiques, et on va l'appliquer pour les sciences de l'humain. L'irruption de la complexité au XXe siècle, bien sûr, les relativités, la physique quantique, la biologie moléculaire, avec cette histoire de Watson et Crick qui en attribue la découverte de l'ADN, qui constitue la brique qui nous constitue tous les êtres vivants, et cet oubli de Rosalind Franklin, cette femme qu'on a oubliée alors qu'elle a fait toutes les mesures. Bien sûr, au début du XXe siècle, Albert Einstein, donc 1905-1915, la publication de Relativité restreinte et générale, donc c'est à lui qu'on attribue, bien sûr, il y a eu des polémiques, mais c'est à lui qu'on attribue ces relativités, et la physique quantique, il est un des personnages centraux, qu'on le reverra, avec son dialogue entre Niels Bohr, avec Niels Bohr sur qu'est-ce que la réalité, quoi. On y reviendra. Donc toujours le formidable progrès des sciences, 18e, 19e, 20e, bien sûr 21e,
une idéologie scientiste jusqu'au début du XXe, l'idée que la science pourrait se substituer à la philosophie et à la métaphysique dans la recherche de solutions aux grands problèmes éthiques et moraux, l'idée que la science porterait en elle toutes les solutions aux souffrances de l'humanité, l'idée que les méthodes des sciences exactes, sciences physiques, seraient les seules vraies méthodes scientifiques et qu'il conviendrait les appliquer, y compris aux sciences humaines et sociales. On a compris que non. Les grandes civilisations, maintenant on y arrive, le formidable progrès des sciences unies, toutes les civilisations ont contribué, donc on arrive à la fin de l'histoire, la domination des Américains, les USA, au cours du XXe, à la fin du XIXe, les Américains n'ont pas de science, c'est un pays neuf, avec toute une migration des gens de l'Europe, et ils vont se lancer bien sûr dans la recherche. Donc dans les années 1880-1890, il n'y a pas un seul chercheur aux États-Unis, dans les années 1920-1930, rien qu'au sein des Bell Laboratories de l'entreprise ATT, il y a autant de chercheurs qu'en Europe. General Electric, avec Thomas Edison, va développer des labos privés au sein des entreprises. Et bien sûr, l'éruption de la Chine, qui s'était refermée à un moment donné de l'histoire, 1500, 1600, 1700, et puis tout d'un coup, comme a dit Roger Perfit, je crois, ce monsieur qui avait écrit un livre il y a au milieu du XXe siècle, avait dit lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Oui, la Chine arrive, et en courant, évidemment, dans le monde de la recherche, je pense qu'ils vont devenir les leaders dans pas longtemps, et déjà en termes de nombre de publications scientifiques, c'est impressionnant. L'émergence des institutions scientifiques et du scientifique, les premières universités en Europe, mais aussi, n'oublions pas, à la cour des califes, lors de la civilisation arabo-musulmane, il y a des centres de recherche comme ça dans les cours des califes de cette civilisation. Donc les premières universités, probablement l'Italie, en France, au XIIe siècle, XIe, XIIe et en Angleterre. L'Université de Paris, la Sorbonne, l'Université de Paris, la Sorbonne, 1253, Poitiers, l'Université 1431. Donc toutes les universités françaises vont apparaître à ce moment-là, la plupart des universités. On crée une institution qui est un petit peu différente des universités, que cette institution est moins proche de la religion. Bien sûr, les universités sont extrêmement proches de la religion, collées souvent à la cathédrale dans une ville. Le Collège de France, donc premier des grands établissements alternatifs aux universités, on est 1530. Puis on voit apparaître les académies des sciences en Europe au XVIIe, Rome 1603, Florence 1657, Londres 1660, Paris 1666. Donc les académies arrivent. Et les revues qui y sont associées, donc on voit les Philosophical Transactions of the Royal Society 1665, le Journal des savants qui bien sûr aujourd'hui s'écrit les comptes rendus de l'Académie des sciences, c'est le titre d'aujourd'hui, 1665 aussi, les écoles d'ingénieurs, donc les premières, l'école des ponts et chaussées et l'école des mines, sont les nobles qui sont formés pour devenir les cadres de la nation, et bien sûr à la Révolution française, on supprimera tout ça, mais on va créer l'école polytechnique. Et maintenant, l'école des ponts et l'école des mines, c'est une école d'application de l'école polytechnique. À la Révolution, on supprime les universités, beaucoup trop près du monde religieux, et à la place, on crée les grandes écoles qui existent toujours, l'école normale supérieure, polytechnique, le CNAM, le Muséum, tout ça en 1794. Napoléon arrive après la Révolution française, et en 1808, il décide de recréer les universités, mais séparées du monde religieux. Fin du 19e, on se pose la question sur l'autonomie des universités. Donc il y a les facultés de droit, lettres, sciences, etc. On va les regrouper sous le nom d'université et là sous la tutelle du recteur d'académie. 1939, création du CNRS. Donc l'État met en place un système de recherche dual entre universités et des grands organismes de recherche qui existent toujours. C'est une caractéristique de la France. Aucun pays au monde n'a la même structure. CEA, INSERM, etc. On voit apparaître le laboratoire de recherche, probablement en Allemagne, avec la chimie. On va former des jeunes gens dans des laboratoires, donc ce qui va devenir les thèses, etc. 1876, donc premier laboratoire de recherche aux États-Unis avec Thomas Edison au sein de General Electric, et puis on verra apparaître après Graham Bell qui créera au sein d'ATT son propre centre de recherche, les Bell Laboratories. Doit-on avoir peur des sciences? Mais bien sûr que non. Là, on voit quand même quelque chose qui nous a profondément marqué, c'est la bombe atomique avec ses explosions le 6 et 9 août en 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Donc oui, la science fait peur aujourd'hui, et on a, à juste titre, avec le dérèglement climatique, on a peur des applications des sciences. Mais, peur oui, mais des avancées quand même considérables en sciences qui nous ont permis, par exemple, d'améliorer l'allongement de la durée de vie des êtres humains dans notre société. C'est pas pareil sur toute la Terre. On voit un tableau qui avait été laissé par le professeur Tubiana, j'ai un rapport où il avait fait une conférence au Futuroscope à Poitiers,
Chez son rapport dans lequel apparaît ce tableau sur l'allongement de la durée de vie au cours du temps entre les hommes et les femmes. Donc on voit à peu près la Révolution française, c'était une trentaine d'années, alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est à plus de 80 ans pour les femmes et les hommes 75 peut-être par là. Donc on voit aussi quelque chose de caractéristique dans ce tableau, c'est qu'on voit bien à la Révolution française la même espérance de vie pour les hommes et les femmes jusqu'au début du XXe siècle, et on voit un écart qui se creuse entre les hommes et les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Alors le professeur Tubiana a expliqué, c'est multifactoriel, il y a plusieurs causes, mais il y a une des causes qui m'avait surpris, c'est la tendance suicidaire du jeune homme, c'est-à-dire qu'entre 15 et 25 ans, si on regarde la mortalité des jeunes hommes et des jeunes femmes, elle est différente. Et probablement que le comportement des jeunes hommes, en faisant des sports à risque, ayant des comportements à risque, par exemple au volant d'une voiture, eh bien provoque cette différence, un des facteurs. Donc bien sûr la transition démographique, la démographie, on voit un nombre d'enfants de plus en plus faible naître dans nos pays occidentaux. Donc le calcul de l'espérance de vie, donc allez voir comment c'est calculé. Dans le monde, eh bien, on voit une injustice bien sûr par rapport à l'espérance de vie. On voit l'Afrique qui a une faible espérance de vie, et puis l'Europe, les pays en vert, là, une plus grande espérance de vie. Les États-Unis, l'Australie bien sûr aussi. De quoi meurent les Français, donc vous irez voir de quoi ils meurent. Hein, voilà. La mortalité, donc voilà, les cancers, etc. Allez voir. Alors la population mondiale, c'est un énorme problème de la démographie, donc que va devenir cette Terre sous la pression de 8 milliards d'individus? Malgré tout, un bilan contrasté, la remise en cause du scientisme, ce progrès, cette notion de progrès, est-ce qu'elle nous apporter les sciences? Eh bien non. L'utilisation des armes chimiques durant la Première Guerre mondiale, la bombe atomique au cours de la Deuxième, l'industrialisation et les problèmes d'environnement, les manipulations génétiques, la pollution, 52, 4000 morts à Londres à cause de la pollution par le charbon, puis toute une suite d'accidents incroyables. Allez voir sur Internet, vous tapez accident industriel, c'est impressionnant le nombre. Et aujourd'hui, on assiste à l'arrivée du dérèglement climatique, la canicule en Europe en 2003, Katrina en 2005 aux États-Unis, sécheresse extrême en Australie, on entend toujours parler bien sûr. Donc les catastrophes naturelles coûtent une fortune, et ça va nous coûter une fortune, rapport Stern, je crois début du XXe. On arrive bien sûr à la responsabilité du scientifique, l'insoutenable légèreté, pas de l'aide, comme disait ce fameux livre de Kundera, d'un être. Donc on prend l'exemple d'un scientifique considéré comme le père des armes chimiques et aussi le père des pesticides, Fritz Haber. Donc Fritz Haber, il est né en 1868 à Breslau, aujourd'hui au Wrocław en Pologne, au sein de la communauté juive. Donc il est né de confession juive. Il est né donc aujourd'hui à Breslau en Allemagne, mais aujourd'hui c'est en Pologne, donc il est né en Allemagne. Sa mère meurt juste après sa naissance, son père se remarie, donc un enfant, mais vous vous souvenez de Marie Curie, ce sont des vies des personnes de cette époque-là. 22 ans, diplômé de l'université de Berlin, il se marie avec cette femme qui est la première femme à obtenir une thèse de chimie, en 1900. Alors bien sûr qu'elle ne va pas continuer sa passion pour les sciences, parce que les femmes n'ont pas le droit de travailler. Donc il va mettre au point la synthèse de l'ammoniac en 1909, c'est très important pour la suite, pour l'agriculture, pour les engrais. 1911, directeur du laboratoire de Berlin, là où Einstein va arriver en 1914, donc il devient un ami de Einstein. Il reçoit le prix Nobel de chimie en 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac, et c'était très important pour la fabrication d'engrais et d'explosifs, bien sûr. Durant la Première Guerre mondiale, il est une figure centrale de l'effort de guerre en Allemagne. Il est considéré comme le père de l'arme chimique, pour, entre autres, ses travaux sur le chlore et autres gaz toxiques, donc largement. Donc il est à l'origine de ces gaz. Donc Lara, sa femme, n'a pas été très heureuse durant son mariage, et en 1915, quelques jours après que son mari a orchestré les premières attaques aux gaz toxiques sur le front de l'Est, indignée par l'attitude de son mari, elle se suicide avec l'arme de guerre de son mari. Bien son mari continuera à travailler dans le monde des sciences et à travailler sur des choses qui aujourd'hui nous paraissent incroyables, quoi. En 1917, il se remarie. Il est membre du conseil de surveillance du groupe militaro-industriel IG Farben, qui va fabriquer bien sûr tout un tas de produits, des engrais, tout autour de la chimie, des pesticides, etc. Il s'intéresse à la mise au point des pesticides et à travers ses travaux, il a permis la mise au point du Zyklon B, produit qui sera employé des années plus tard dans les chambres à gaz des camps d'examination. Il est à l'origine de tout ça. Il est mort en 1934 à Bâle en Suisse, bien sûr, il venait de s'y réfugier,
parce qu'il y avait des lois anti-juives en Allemagne. Et oui, il était juif, mais il a donné, le cyclone V, il a donné les pesticides, etc., à son pays. Voilà, regardez ce petit film sur Fritz Haber. Conclusion, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc François Rabelais, bien sûr, mais aujourd'hui, nous avons Edgar Morin, qui est toujours vivant, qui est très âgé, et qui a écrit Science avec conscience. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la notion de complexité. La responsabilité du scientifique, eh bien, Albert Einstein, en 1939, envoie une lettre au président américain Roosevelt pour lui dire, on la relira dans le cours sur Einstein, hein, regardez ce qui se passe en Europe, lui dit Albert Einstein, il en vient, bien sûr, il est émigré en 1933 hein, de l'Allemagne vers les États-Unis, il est très au courant de ce qui se passe en Allemagne avec ses collègues qui travaillent aussi sur l'arme atomique, donc sous la pression de Szilard et de Wigner, ses amis, il va envoyer cette lettre à Roosevelt, et c'est en 1942 que se déclenche le programme atomique. Évidemment, suite à ces lâchers de 2 bombes sur la population japonaise le 6 et 9 août 1945, en 1947, lors d'une interview, Albert dira « Si j'avais pu savoir que les Allemands ne parviendraient pas à mettre au point la bombe atomique, je n'aurais personnellement pris aucune décision relative à celle-ci. » Il n'a bien sûr pas participé à l'élaboration de la bombe atomique dans le laboratoire de Los Alamos. En 1942, là, lorsque le programme américain démarre, il est un monsieur assez âgé, donc il ne participe pas à ça. La prise de conscience du rôle du scientifique dans la société. La Big Science, donc l'éruption des moyens énormes qu'on donne à la science pour développer un axe de recherche. Donc là, en 3 ans, ils vont mettre au point une bombe atomique, les Américains. Toute l'industrie américaine va être sollicitée, bien sûr, ces énormes usines. Quoi. La Big Science contemporaine, et ces problèmes, bien sûr, il faut beaucoup d'argent. Et d'où viennent les objectifs de la recherche ? On peut se poser des questions. L'augmentation du nombre de chercheurs, c'est incroyable le nombre de chercheurs, dans les millions de chercheurs. Voilà, on va terminer par une petite note d'humour. Qu'est-ce qui est scientifique ? Un exemple d'argument scientifique à une certaine époque. Donc, Anatole France a écrit dans L'Orme du Mail une petite histoire qui est assez, intéressante au sens de qu'est-ce qui est scientifique à une époque. Notre archiviste départemental, dit-il, le savant M. Mazur, a découvert récemment dans les greniers de la préfecture des pièces se rapportant à un procès en adultère, intenté, à l'époque même où c'est Philippe Tricouillard, notez bien le nom, vers la fin du XVe siècle par Jean Tabouret, le mari, contre Sidoine Coche, sa femme, pour ce fait que la dite Sidoine ayant eu 3 enfants d'une portée, elle a eu des triplés, le sieur Jean Tabouret ne reconnaissait pour sien que 2, et tenait que le 3e avait été ajouté par autrui, se déclarant quant à lui incapable, par complexion, d'en faire plus de 2 à la fois. Il avait 2 testicules. Et il en donnait une raison, fondée sur une erreur commune alors aux matrones, aux chirurgiens barbiers, aux apothicaires, qui croyaient à l'envi que la conformation normale d'un homme ne peut suffire à l'étoffe de plus de 2 bessons, il ne peut faire que 2 enfants, et que tout ce qui passe le nombre de témoins que peut produire le père doit être désavoué. Donc le 3e n'était pas de lui. Sur cette raison, la pauvre Sidoine fut convaincue par le juge d'avoir fait la ribaude, c'est toujours la faute des femmes, et pour se mise nue sur une âne, tournée du côté de la queue, ainsi menée par la ville à la mare aux évêques, où elle fut trempée par 3 fois. Elle fut pas brûlée. Peine qu'elle n'eût point soufferte si son méchant mari avait été aussi généreusement doué par Dame Nature que le bon Philippe Tricouillard. Voilà, cette nouvelle nous montre qu'à une époque, qu'est-ce qui est scientifique ? Nous, il y a une évolution des sciences. Oui, demain, on pensera peut-être différemment de ce que l'on pense. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.